Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission spéciale Route du Rhum. Nous reviendrons sur les arrivées de Quentin Vlaminck et Charlie Dalin, toutes les réactions dans cette émission. Un point sur les classements et les navigateurs encore en course. Et nous terminerons par notre page du Rhum. Comme toujours, je vous propose de revenir sur les dernières 24 heures en images. Le doublé pour Erwan Leroux, déjà vainqueur en 2014 de la route du Rhum destination Guadeloupe, le skipper de Coesio a franchi la ligne d'arrivée en tête ce matin, après une lutte acharnée avec Quentin Vlaminck. Plus tôt dans la nuit, 25 secondes seulement séparaient les deux marins à la bouée de Basse-Terre. À aucun moment j'ai douté. C'était en moi quoi. Et j'avais une motivation en moi intrinsèque et qui était très forte. Avec Laurent Bourgnon, Roland Jourdain et Francky Vescoffier, il fait partie des rares skippers à avoir remporté 2 fois l'épreuve dans la même catégorie. 19 minutes plus tard, Quentin Vlaminck grimpe sur la deuxième marche du podium. C'est une grande première pour moi, j'étais super content et j'ai pris beaucoup de plaisir. Et voilà, après au final, l'expérience d'Erwan a quand même fini par payer. Mais voilà, moi j'ai pris beaucoup de plaisir, le bateau il est prêt à repartir. Je l'aurais pas encore dit, mais on pourrait repartir ce soir s'il fallait, donc ça c'est cool. Le troisième Ocean 50 a présenté ses étraves dans la baie de Pointe-à-Pitre. C'est celui de Sébastien Rogue. 12h52-37, 12h52-37. Traverser l'Atlantique en solo sur un Ocean 50 est pour l'instant la chose la plus incroyable que j'ai faite de ma vie. Voilà. Autre multicoque, mais un peu plus grand, Armel Lecléache et son maxi trimaran terminent à la 7e place du classement ultime. Et si la déception perce dans sa voix, le skipper du maxi Banque Populaire 11 pense déjà à prendre sa revanche. J'étais venu pour jouer autre chose que de faire une transat après les autres. La route du Rhum, il faudra y revenir, clairement. Ouais, je pense. J'y serai, moi, en tout cas, dans 4 ans. Ouais. Hier, en fin de matinée, Quentin Vlaminck a rallié Pointe-à-Pitre et la Guadeloupe en 10 jours, 21h, 54 minutes et 5 secondes. Moins de 20 minutes derrière Erwan Leroux sur son Coesio. Je vous propose de revenir sur la course de l'enfant de la région, Quentin Vlaminck. Elle fut longue, la course du néo-aquitain Quentin Vlaminck. Hier, à 12h09 heure française, Vlaminck passe la ligne d'arrivée en 10 jours, 21h, 54 minutes et 5 secondes. Attention pour l'arrivée d'Arkema. Top, 11h09 05, 11h09 05. Ils sont partis comme sur un Grand Prix et dès la pointe de Bretagne, c'est Arkema qui prend la tête des Seine Ocean 50 en course. En se décalant de la flotte à la sortie du chenal du Four pour aller chercher l'occidental de Saint alors que les autres concurrents filent au sud dans le raz de Saint, Quentin Vlaminck montre d'emblée qu'il ne sera pas le suiveur de cette route du Rhum. Quentin Vlaminck a fait une course remarquable pour sa première transat en multicoque, trouvant à chaque phase du parcours le dosage idéal entre performance et sécurité. Lorsqu'il approche du second front au large du Portugal après 3 jours de course menée tambour battant, il ne cherche pas à suivre le rythme endiablé de Thibaut Vauchel-Camus qui lui ravit la première place une douzaine d'heures avant de chavirer. Mais les affaires se corsent dans les alizés. Cette année, ils sont mal établis avec de nombreux grains qui sollicitent l'organisme sur ces machines qu'il faut surveiller comme le lait sur le feu dans les variations d'angle et de force du vent. Chaque nuage doit se négocier et trouver les bons réglages ou la bonne toile avant de rentrer dessous n'est pas facile. L'expérience d'Erwan Leroux parle. Coesio se rapproche à moins de 20 000, lui qui a accusé 60 000 de retard à l'entrée des alizés. Quentin commence à sentir le souffle chaud du vainqueur de l'édition 2014 lui souffler dans le cou mais ne craque pas. Il soigne sa trajectoire routée par son mentor Lalou Rouquayrol installé avec Alex Pella dans le bateau de ce dernier à Dénia en Espagne. Après 10 jours et 21 heures de course qui aura proposé un large panel de conditions, le Girondin qui termine en 2e position est assurément la première grande révélation de cette route du Rhum 2022. Quentin Vlaminck s'est confié à notre micro hier juste après son arrivée. C'est vrai que j'en avais vu un autre d'arc-en-ciel mais il y avait 45 nœuds l'autre jour. Donc c'est vrai que celui-là était un peu plus agréable, on le regardait justement. Mais non, c'était une très belle course, une grande première pour moi, j'étais super content et j'ai pris beaucoup de plaisir. Et voilà, après au final, l'expérience d'Erwan a quand même fini par payer. Mais la route aurait été un peu plus courte, je serais parti un peu plus vite dès le départ, ça aurait été différent. Donc, mais voilà, moi j'ai pris beaucoup de plaisir, le bateau il est prêt à repartir. Je l'aurais pas encore dit, mais on pourrait repartir ce soir s'il fallait, donc ça c'est cool. Donc, tout le monde a fait du très bon travail.
toute l'équipe à terre, donc ça c'est juste génial. Et moi à terre, je me suis amusé, donc ça a aidé forcément, je pense, à faire un bon résultat. J'ai pris beaucoup de plaisir sur l'eau. Je pensais pas en prendre autant en partant de Saint-Malo, mais non, c'était top. Ça aurait pas été Erwan, j'aurais été déçu. Mais vu que c'est Erwan, ça va, ça passe. Erwan, il a le droit. Mais non, du coup, je suis obligé de revenir, c'est ça le problème en fait. Donc il va falloir naviguer 4 ans de plus, être encore meilleur et voilà. Mais non, c'était top. Moins dur qu'Erwan parce que j'ai réussi à le rattraper. Donc au final, non, mais c'était des bonnes surprises sur le Tour de l'Île. Après, il a réussi à repasser quand même devant une dernière fois et voilà, il a gagné de peu, mais ça a suffi. Et après, donc j'ai calmé un peu quand j'ai su qu'il allait gagner, mais sinon, non, c'est un Tour de l'Île surprenant. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude. C'est un beau cadeau pour tout le monde, c'est bien. Ça fait découvrir, surtout quand il fait nuit, c'est joli. Mais ça permet de prendre le temps et non, si on peut éviter, c'est mieux. Non, mais il y avait les ultimes devant quand même. Ah bon. Parce que j'ai pas bien regardé le classement. Mais non, je m'attendais pas. Je savais que le bateau pouvait marcher, le bateau marchait fort. On l'a vu en équipage cette année, depuis qu'on a mis à l'eau l'année dernière. Voilà, ce bateau qui est une ancienne évolution du bateau de Lalou. Tout le monde a travaillé fort, on a pris la même équipe. Et forcément, au bout de 10 ans de travail, ça fait progresser tout le team, tout le team Lalou Multi, tout Arkema, et ce qui fait qu'on fait de plus en plus des belles courses. Après, moi, j'avais une grande interrogation, savoir si j'allais être capable de tenir le rythme tout seul sur l'eau, sur ce gros bateau. Puis au final, oui, j'ai pris beaucoup de plaisir, ça a aidé à être devant. Et puis voilà, j'ai essayé de rester le maximum possible devant, quoi. On essaye de hisser le rythme déjà pour faire craquer Seb, déjà une première fois. Puis après on essaie de faire craquer Erwan, mais il a plus d'expérience donc c'est dur. Et c'est plutôt lui qui nous a fait craquer. Et une petite bascule météo, une petite bascule devant hier parce qu'il a donné l'avantage. On voulait pas se remettre devant lui justement quand le vent tourne trop et bon voilà, c'est fait partie du jeu. Mentalement c'était voilà, la partie la plus dure de la course, c'était celle-là, mais on savait que rien n'était fini, donc une fois arrivé, dès que j'ai vu rechoper Erwan à la IS à 3 nœuds, je me suis dit bon là c'est reparti. Et j'ai tout fait en sorte pour essayer de le redoubler, mais bon ça n'a pas su payer, quoi. Ça fait 10 jours qu'on échange, donc je lui ai même envoyé un message avant la ligne parce que je savais qu'après ça allait être compliqué. Mais pour le remercier, et juste que j'étais désolé de ne pas lui ramener la coupe à la maison, j'aurais bien voulu quand même, lui qui a longtemps essayé. Et même avec 3 podiums, il n'a jamais eu la première place, donc j'aurais rêvé de lui apporter, et puis pour tout le team. Mais c'est pas grave, je reviendrai l'année prochaine, enfin pas l'année prochaine, mais dans 4 ans pour ça. Et non, avec Lalou, c'était super bien passé, avec toute l'équipe routage, ils ont juste été géniaux, Alex et Eric. En fait, j'avais avec moi les vainqueurs de la Jaguar 2019, donc j'étais obligé de finir devant, quoi. Bon là j'ai fini deuxième, mais c'est pas mal aussi. Et donc voilà, non, Lalou c'est top. Il m'a dit c'est bon, je suis prêt, je peux te laisser le flambeau, t'es bon, t'es prêt. Je repasse à terre à basse terre et puis on se dit il faut aller encore à terre et sauf Erwan il passe 5 longueurs sous le vent au large et ça paye un peu plus pour lui. Donc il n'y a pas grand chose. Mais je l'ai doublé. En fait quand je l'ai doublé, j'ai mis le petit Genac pour le doubler une première fois. J'ai rafalé parce que j'avais peur en fait de ne pas avoir le temps de rouler le petit Genac, donc je l'ai rafalé une première fois, il me redouble. Je le rehisse le petit Genac, je le redouble, je le rafale. Et là dans la manœuvre il arrive à me repasser. Donc voilà, c'était engagé, c'était le dernier moment de faire des manœuvres, donc il fallait y aller, quoi. J'avais pas fait grand chose pendant 10 jours. Donc... Mais après non, l'avantage d'être devant, c'est ce bateau, c'est le bateau qu'on a conçu, qui est l'évolution de l'ancien de Lalou. Après toutes ces transats où c'était dur pour lui, on s'est dit on va peut-être faire un cockpit un peu plus protégé, un cockpit où on sera au sec, où tu mets un ciré que quand il pleut, quand il faut aller prendre des riz. Mais sinon c'est top, quoi. J'ai passé 10 jours à l'extérieur en plein air, mais à l'abri des vagues, de l'eau, et ça permet d'être performant. J'ai dû barrer 3-4 heures en fait sur la transat. Donc voilà, le pilote est bien meilleur que moi. Il se fait reléguer. Erwan Le Roux, qui est venu coiffer sur la ligne Quentin Vlaminck, s'est exprimé hier au ponton d'honneur. Incroyable ce qu'on a fait avec Quentin et Seb et Primonial et Arkema. On a été bord à bord pendant je sais pas combien de milles, mais ça a été des journées à scruter classement après classement, qui allait le plus vite, qui faisait les meilleures moyennes, qui faisait le meilleur CMG. Donc c'était une. Et puis à un moment donné, on a largué Seb. Je sais pas, pour Primonial a décidé de lâcher prise. Je sais pas pourquoi, il a peut-être eu un problème. Et du coup, on s'est retrouvé à 2 avec Quentin. Je pense qu'en septembre, quand on s'est entraîné en septembre à Port-Médoc avec Quentin, moi j'en ai rêvé de cette situation où on se retrouvait tous les deux à la tête à l'anglais, avec l'anglais qui était derrière, 100 000 derrière. Bon là c'était Seb, mais donc c'était marrant de se retrouver là tous les deux. En fait, hyper sereinement, c'est incroyable, mais à aucun moment j'ai douté. Je sais pas, c'était en moi, quoi. Et j'avais une motivation en moi intrinsèque et qui était très forte, et
Et je me suis pas énervé quand je me suis retrouvé en vrac avec le Genac à 80 000 de la tête à l'anglais. Je me suis dit bon bah là ça va être compliqué de faire le tour de la Guadeloupe sans voile d'avant, sans Genacker. Et bah j'ai saucissonné mon truc et puis bah, je dis bah, je vais faire sous Gien, c'est pas grave. Et je me suis fait dépasser par Quentin alors qu'il était sous petit Genac. Mais bon c'est pas grave, je me suis fait dépasser, je dis j'aurai mon tour, ça va revenir. Et à chaque fois j'étais vraiment dans un état juste incroyable. Et comme quoi la préparation mentale, Monsieur Monnier, ça sert. C'est un travail qu'on a fait depuis le début de l'année. C'est un travail qu'on fait déjà depuis longtemps avec Gilles, mais c'est voilà, je crois qu'on arrive à un moment de sa vie où en fait il faut basculer dans d'autres dimensions, avoir d'autres motivations, et on a été chercher tout ça et du coup ça m'a beaucoup apaisé aussi et voilà, c'est aussi pour ça à aucun moment j'ai douté, même avec 50 000 de retard sur Quentin. J'étais persuadé que j'allais pouvoir revenir. Alors non, on s'est envoyé des petits mails et donc hier je lui ai envoyé un petit mail et donc je lui ai raconté l'histoire que moi j'en avais rêvé de la situation où on se retrouvait tous les deux à la tête à l'anglais pour faire ce tour de Guadeloupe. Et non, je lui ai dit que j'étais très... Donc déjà c'est devenu un ami Quentin depuis... Voilà, on est partenaire d'entraînement avec Lalou Multi. Ce qu'ils ont fait chez Lalou Multi, je crois que c'est un monument de la course au large. C'est quand même quelque chose qui n'a jamais été fait. C'est Lalou qui a formé quelqu'un et qui l'a emmené faire ce qu'il a fait. Aujourd'hui, voilà, le résultat, le mec pouvait gagner le Route du Rhum. Enfin, ça s'est joué à une longueur. C'est comme si lui ou moi, c'était pareil. Donc, en fait, je crois que ça s'est jamais fait dans la course au large, où en fait, il y a un skipper, Lalou, et toute l'équipe de Lalou Multi ont emmené Quentin à ça, et le résultat il est là, c'est juste incroyable. Et Quentin il a fait une course mais juste magnifique, enfin c'est lui le patron quoi, hein, il a fait une course de patron incroyable et donc voilà, et donc je l'ai félicité pour ça et j'étais content de partager ça avec lui parce qu'on allait écrire aussi l'histoire de la course en Ocean 50 et on l'écrit là parce que bah avec ce qui s'est passé, et c'était sûr que ça allait se passer, enfin après peu importe, mais c'était sûr qu'il allait se passer quelque chose, c'était évident. Alors moi j'en étais persuadé. Voilà, c'est tombé du bon côté pour moi, mais il en gagnera d'autres, il a le talent pour en tous les cas. Il y avait une petite volonté de le déstabiliser un petit peu en lui mettant un peu la pression quand même. Non, le mail avait aucune... mes petits messages n'avaient aucune notion de stabilité, non, c'était vraiment entre copains. La déstabilisation ne s'est faite que sur l'eau, un tout petit peu plus vite, des petits décalages un tout petit peu sur la gauche, un petit peu sur la droite, et juste pour vraiment le pousser à bout. Et voilà. Ah oui, mais sur l'eau. C'est sur l'eau, pas lui envoyant un petit mail. Non. On communique déjà depuis le chavirage de Thibaut par mail, donc ça faisait un petit moment déjà. Elle est sereine et je suis hyper content. C'est un truc de malade. Hein. Ouais. Dans quel état tu te Bah, frais comme un gardon, prêt à aller enflammer le dance floor. Ouais, bah Thibaut, quand je l'ai vu traverser la flotte 2-3 fois à 20 nœuds comme ça, j'ai dit oh là mon Thibaut, tu vas trop vite. Tu vas trop vite Thibaut, faire attention. Et ouais, puis après, bah ouais, je sais pas dans quelles circonstances ça s'est fait, mais bon, c'est dommage. C'est pareil, il était taille patron quoi. La façon dont il a navigué, ça se voyait dans ses trajectoires, c'était bon, il la voulait aussi quoi. Donc voilà. Il est là, Thibaut. Ah, il est juste là. Oh mon Thibaut, mais qu'est-ce que tu fais à traverser la flotte comme ça à 20 nœuds quoi? Oh putain, bah ouais. J'avais mal compris c'est dans ce sens-là. C'est là, t'as été ça? Hein? Putain, mais t'es plus en forme qu'en partant. Ah mais clair, mais bien sûr. Mais attends, mais la cabane, c'est une réussite totale. La cabane, pas la cabane, toi. Ah non, mais attends, c'est juste un truc de dingue. Bravo, ma poule. Bon, j'ai vu que ton bateau était en sécurité aux Açores, c'est bien le principal. Un peu plus tard dans la nuit, Charlie Dalin avec Apivia, le bateau originaire de La Rochelle, s'est présenté à la seconde place en Guadeloupe au terme d'une bataille acharnée avec le linked out de Thomas Ruyant. Je vous propose donc de regarder l'analyse de cette course depuis le départ de Saint-Malo. À 38 ans, Charlie Dalin est un bisu de la route du Rhum quand il se présente à Saint-Malo. C'est aussi l'un des grands favoris pour la gagne de cette 12e édition, pour ne pas dire le grand favori.
Dès les premières heures de course, Charlie Dalin donne le ton. Le skipper d'Apivia franchit en tête la porte du Cap Fréhel. En sortie de manche, il amène avec maîtrise le groupe du Sud. Conditions de mer désagréables, enchaînement météorologique complexe et imprévisible, rien ne semble pouvoir le contrarier. Dans les alizés aux allures portantes, la domination de Charlie Dalin est contestée et Thomas Ruyant sur son linked out fait un retour impressionnant. Le 18 novembre, un peu plus de 1000 milles de l'arrivée, Ruyant passe devant. Un magnifique duel s'engage alors entre les deux hommes de tête qui tiennent des vitesses moyennes impressionnantes et naviguent à haute intensité pour ne rien regretter. L'engagement est total et il est clair que ni Charlie ni Thomas ne lâchera le morceau. Dalin passe la tête à l'anglais au nord-ouest de la Guadeloupe avec 1 heure et 20 minutes de retard sur Ruyant. Il reste le tour de l'île pour se refaire. Malgré tous ses efforts pour revenir sur le skipper, Apivia doit se contenter de la 2e place en 11 jours, 19h38 minutes et 11 secondes. Tout juste posé pied à terre, Charlie Dalin a donné quelques mots à la presse, c'était ce matin. Écoutez. Bravo. Je goûte quand même. Les conseillers peuvent monter sur le... Bravo. Hop. Merci. Et pour Apivia quand même, hein. Allez, vas-y. Tu peux. Ah non. Hop. C'est beau bateau. On aura fait des choses ensemble. Petit punch champagne, t'es bien? Bah ouais, c'est parti. Bravo. Ah oui, je disais que j'ai participé aux 3 grandes classiques en solitaire et en fait j'ai que des places de 2e quoi, sur ces grandes classiques quoi. 2e sur la plusieurs fois sur la route de la solitaire, 2e sur le Vendée et maintenant 2e sur la route du Rhum. Donc, voilà. On va pouvoir m'appeler Poulidor bientôt je crois. Ouais, ça a été engagé, c'est vrai que c'est bien parti pour moi. Les manœuvres se sont bien, les séquences sont bien passées. Par contre, à chaque fois qu'il y avait une transition, j'ai jamais eu de transition où je pouvais faire le break. J'avais une transition où où à chaque fois ça revenait par derrière, donc il fallait se remettre au boulot, reconstruire. Puis après il y a eu là c'était le plus compliqué, je pense, c'était au niveau de la sortie quand j'étais en train de sortir de la dorsale qu'est-ce qui s'est, là en fait moi j'étais dans du vent faible. Et j'arrivais pas, les autres avançaient et en plus ce jour-là j'avais plus de quille pendulaire. Donc j'ai eu une journée un peu compliquée sans quille où j'ai dû faire un pompage, je m'en suis pas mal sorti quoi. J'ai dû faire qu'un pompage entier à la main. Et ça m'a pris une vingtaine de minutes quoi. Une vingtaine de minutes à la pompe à la main. Donc il y a eu cette journée où non seulement j'avais moins de vent et en plus j'avais plus de quille pendulaire, c'était un peu chiant. Et puis sinon sur ce thème-là, en fait 3 minutes après le départ, en fait j'ai un winch il y a un pignon qui a cassé dans un winch. Du coup j'ai fait la traversée avec 3 winches seulement, donc c'est un petit défi supplémentaire. Mais sinon, après 2-3 autres bricoles, mais franchement rien de grave. Et c'est bien, j'ai quand même pu tirer sur le bateau autant que je voulais. J'ai pas été, à part ce problème de quille à un moment et seulement 3 winches, j'ai pu quand même pas mal, j'ai pu tirer sur le bateau comme je le souhaitais. Non, ça m'a pas gêné. Mais puis après, le portant c'était un peu plus compliqué. Et puis pareil, c'était toujours compliqué par devant quoi.
de trouver les. Il y avait pas. Voilà, l'avant souriait pas souvent, quoi. Et puis voilà, après, on s'est retrouvé avec Thomas plusieurs fois. Mais voilà, à chaque fois, il a réussi à repartir. Voilà, et ce matin encore, un petit manque de réussite, parce que voilà, on se retrouve. Et puis moi, je prends un premier grain avec 10-12 nœuds de vent, un deuxième, et puis là c'était bâché, quoi. Pourtant il était 5000 devant à ce moment-là, quoi. Donc je me dis bon, c'est bon, allez, là, on va on fait le tour de la Guadeloupe ensemble, on a une belle bagarre autour de la Guadeloupe, ça va être cool. Et ben non, parce que voilà, j'ai pris 2 grains et après le vent était plus, j'avais plus le même angle de vent que lui, et voilà, et là, il n'y avait plus grand chose à faire, quoi. Donc voilà, j'espérais encore que ça soit difficile pour que ça bloque vraiment, que ça colle vraiment sous la Guadeloupe, mais pour lui, non, il a géré ça comme un chef, et ça s'est plutôt bien passé pour lui là. Donc même la dernière opportunité sur laquelle je comptais, elle n'a pas eu lieu, donc voilà. Mais c'est comme ça, donc c'est la dernière course pour moi sur ce bateau. C'est pas mal parce qu'on a terminé 100% des courses auxquelles on a participé. Voilà, on n'a eu aucun abandon, même si au Vendée Globe on n'était pas loin, mais on a quand même continué, on a bien fait. Et moins bon résultat sur une longue course, deuxième. Donc voilà. Et donc voilà, un beau bateau quand même qui m'a permis de faire pas mal de choses. Mais ouais, c'est vrai que je suis un petit peu. J'espérais faire un petit peu mieux que cette place sur cette route du Rhum, mais c'est comme ça. Sur cette route du Rhum, mais c'est comme ça. Tu as commencé à y croire un peu, j'imagine. Bah ouais, le plan se déroulait à merveille. Tu te dis 2 minutes après le départ, tu vois que ton winch, t'as un winch qui casse. Tu te dis comme tu penses à la mission Apollo 13 où ils ont un petit problème de moteur au décollage, et tu dis oh c'est bon, c'est normal, c'est le problème de la mission. Et puis après voilà, c'est terminé, c'est mon gros souci, et puis on n'en parle plus. Mais voilà, après ça a déroulé nickel. Mais voilà, non, ça collait aux transitions à chaque fois. J'avais du mal voilà, c'était compliqué pour moi de trouver des solutions pour soit creuser l'écart, enfin pour vraiment creuser un gros gap définitif, quoi. Il n'y a pas eu l'opportunité, quoi. Ou alors je l'ai pas trouvé. Peut-être qu'elle existait, hein, mais... Ouais, carrément. C'est clair que ouais, forcément de temps en temps j'y pensais. Je dis ça sera mieux, ça sera différent, ça sera. Et du coup ouais, j'ai hâte de le découvrir. Ouais. J'espère bien. Sur le papier il va plus vite, ouais, mais on verra. Et elle est intense. C'est une course qui c'est vraiment sprint, hein. Moi j'ai eu le temps de rien faire, quoi. Rien faire à part de m'occuper du bateau. C'est assez impressionnant, quoi. Je m'étais préparé à ça, mais je m'attendais pas à ce que ça soit. J'étais vraiment extrêmement fatigué. Là ce matin, là je voyais pas le projet, quoi. Je voyais pas le tour de la Guadeloupe. J'étais vraiment trop cuit. On avait une nuit avec des grains. Pas cette nuit, mais la nuit d'avant, quand je rattrape Thomas, là, moi j'ai eu 3 grains avec 35-38 nœuds de vent dans les rafales. À ce moment-là, forcément, j'étais avec la plus grande voile de portant du bord et un riz seulement dans... Non, est-ce que j'avais la géote Non, je crois que j'avais un riz encore. Hein, je suis pas sûr. Enfin bref, c'était un peu du n'importe quoi. Mais ouais, ça résumait bien l'ambiance de la course, quoi. C'est à fond, super toilé tout le temps. Et ouais, c'était vrai, le sprint, c'est vraiment ça, quoi. Et ouais, d'aller vraiment très loin dans la fatigue, pas réussir à beaucoup, peu de sieste au final. Voilà, voilà, c'était assez, ouais, et c'est sur mine de rien, quoi, 11 jours, un truc comme ça. Donc ouais, c'est dur à tenir. Un sprint comme ça le fait sans problème sur une table de solitaire de 3-4 jours. Sur 11 jours, là, c'est un petit peu plus engagé, quoi. Mais ouais, du coup, voilà, peut-être que je suis parti peut-être sur un rythme peut-être un petit peu trop élevé, je sais pas. Et du coup, la deuxième partie, c'était un petit peu plus dur, je sais pas. Mais ouais, c'était... c'est vrai que ce côté on y va à fond...
Pendant 10 jours, ouais, d'habitude j'ai le temps toujours de me raser, d'envoyer des petites vidéos à terre, des photos. Là j'ai presque rien envoyé. J'ai vraiment eu le temps de rien faire que m'occuper du bateau, quoi. Ouais, il y a Jérémy, puis c'est des bateaux qui vont de plus en plus vite quand il y a du vent. Mais par contre, quand il n'y a pas de vent, ça va toujours aussi lentement. Donc c'est vrai que les écarts, ils peuvent encore plus vite se faire et se défaire. La vigilance est permanente. Il y a des options, des fois forcément les schémas météo sont pas toujours les mêmes pour quand tu es 50 ou 100 000 derrière. Donc tu vois les bateaux partir dans un sens, tu te dis qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'ils vont, qu'est-ce qu'ils vont chercher. Ah bah non, mais ça, ce truc de toute façon c'est pas possible, je suis trop devant, je peux pas y aller. Mais ouais, non, il y a une belle bagarre, une belle flotte. C'était c'est intéressant, c'est super de voir que tous les bateaux neufs mis à l'eau cette année sont, je crois que c'est ça, ils sont tous en course, il n'y avait pas eu d'abandon. C'est bien, c'est-à-dire qu'on arrive à mettre des bateaux à l'eau directement, quand même assez fiable, quoi. Qu'est-ce que j'ai appris sur moi ? Que j'ai un problème avec pas avoir ses premières places. Alors que je trouve la solution. Qu'est-ce que j'ai appris sur moi d'autre ? C'est sûr que si on reprend le Charlie qui naviguait sur Apivia la première année, ou par exemple mon premier retour en solitaire après la Transat Jacques Vabre, je navigue plus du tout pareil, quoi. Là c'est vraiment tes grands voiles hautes, t'as une grosse voile d'avant, tu dis c'est pas grave. Alors qu'avant tout de suite j'aurais roulé à voile, j'aurais fait vachement plus j'aurais été un peu plus stressé par ce genre d'événement, et en fait avec l'habitude en fait on navigue comme si j'ai l'impression de naviguer avec ce bateau comme si c'était un Figaro, quoi. Donc c'est ça qui est sympa, de pouvoir il y a rien qu'on redoute presque, quoi, quand on voit un nuage arriver ou un grain. Mais est-ce que j'ai appris quelque chose sur moi ? Que j'aime toujours autant ça, par contre, c'est sûr. Je me suis dit ça quand je suis arrivé dans l'Alizé. On a enfin envoyé les voiles de portant, parce que ça s'est mérité un petit peu quand même. Et j'ai déroulé cette voile, ça y est, le bateau est parti en glisse là ça c'était avant que ça retombe, bref, mais il y a un petit moment où j'ai eu du vent, où je me sentais dans les alizés, et ça c'était top, quoi. J'ai quand même la chance d'avoir un boulot comme ça, que ce soit mon travail, de faire ça, quoi. C'est quand même dingue, quoi, d'être sur une machine de course fabuleuse et de naviguer dans les alizés comme ça en short t-shirt à fond les ballons. J'ai eu pas mal de plaisir aussi. C'est la fin de saison. Au final, ça n'a pas changé énorme par rapport à d'habitude, parce que on a l'habitude de remettre à l'eau le bateau au mois de mars-avril. Là, on devrait récupérer Apivia 2 au mois de 2 mois plus tard à peu près. Donc voilà, j'ai 2 mois de plus sans bateau. Ça change pas énorme par rapport à d'habitude. Mais ouais, c'est vrai que c'est la fin d'une belle saison. Saison bien remplie. Il y a eu beaucoup de courses, il y a eu des bons résultats pour nous. On fait 1-1-1, 2-1. mais c'était une belle saison, et voilà, encore un beau palmarès avec le bateau sur les 4 ans, c'est quand même super, quoi. Si on m'avait dit qu'on allait avoir autant de bons résultats sur la course, j'aurais peut-être pas cru, ou alors j'aurais dit super, je signe pour ça, quoi. Déjà ça m'a fait quelque chose là, le dernier bord. Donc il y a une option, soit en fait je faisais un dernier virement serré, et donc proche de la côte, et du coup d'être sur un bord un peu lent. Je me suis dit non, on va pas faire ça. Donc je suis allé un petit peu plus loin pour avoir un angle un peu plus ouvert pour remettre une petite grosse accélération une dernière fois. Donc j'ai pas envie de faire un petit bord un peu tout pourri là. Donc je suis allé exprès un peu plus loin pour remonter un peu dans les vitesses une dernière fois. Mais qui est donc Charlie Dalin et Apivia ? Je vous propose de le découvrir. Fier, la tête haute sur Apivia. Originaire du Havre, c'est à l'âge de 6 ans, à l'occasion de vacances en Bretagne, que Charlie Dalin découvre la voile. Dès lors, cette passion ne le quittera plus. Au fil des saisons, il a su s'imposer comme l'un des jeunes talents de la course au large, notamment en solitaire.
Dalin est très vite attiré par la course au large, il rêve beaucoup de bateaux de la Jacques Vabre et n'a loupé aucune édition quand il était petit. Sans plan de carrière, la voile devient une passion au lycée, il s'oriente dans un bac S, option maths en 2002 et s'oriente à l'université de Southampton en études d'architecture navale durant 4 ans, il obtient son master en 2006. En 2011, Charlie Dalin intègre le pôle Finistère course au large de Port-la-Forêt où il débute en Figaro Beneteau, la course reine de la course au large en solitaire. Dès sa deuxième saison, il remporte la Transat AG2R la mondiale aux côtés de Gildas Morvan. Les années suivantes seront faites de podiums et victoires, dont le si convoité titre de champion de France élite de course au large en solitaire qu'il remporte 2 fois en 2014 et 2016. Il s'engage en 2015 avec Apivia, compagnie d'assurance domiciliée à Niort dans les Deux-Sèvres, sur cet IMOCA qui mena François Gabard à la victoire du Vendée Globe en 2012-2013. Charlie Dalin et Apivia se fixent une nouvelle grosse échéance, le Vendée Globe 2024 en ligne de mire, un tour du monde qu'il parcourra sur un bateau neuf dont la mise à l'eau est prévue en juin 2023. Un tour du côté des classements désormais dans la catégorie des ultimes. Armel Lecléache a bouclé sa route du Rhum à la 7e position en 10 jours 21h 54 minutes et 5 secondes après son avarie et ses 10 heures de retard. Seul ultime encore en course, Romain Pilliard et Use It Again by Extia. En Ocean 50, Erwan Leroux s'est présenté en 10 jours 21h 35 minutes et 52 secondes et remporte donc le classement de sa catégorie. Derrière lui, le néo-aquitain Quentin Vlaminck en 10 jours 21h 54 minutes et 5 secondes. Sébastien Rogue, lui, termine à la 3e place. Éric Perron, sur Comme il faut, se trouve à la 4e place du classement et Armel Tripon, lui, ferme la marche du top 5 en Ocean 50. Au terme d'une longue bataille, donc, Thomas Ruyant sur Linked Out remporte dans la catégorie des IMOCA cette route du Rhum en 11 jours 17h36 minutes et 25 secondes. Charlie Dalin se classe second à 2 heures d'intervalle. Jérémy Bayou sur Charal est 3e, Kevin Escoffier sur PRB est 4e et Paul Meillat 5e. Les classes 40 sont dominées depuis plus d'une semaine par Paprec Archia et Johan Richaume. Derrière, la bataille fait rage entre l'Italien Ambrodio Beccaria et Corentin Douguet pour la seconde place. La 4e place est donc pour Simon Coster sur Redman et Antoine Carpentier est 5e. C'est la fin de cette page Route du Rhum. Je vous laisse avec les meilleurs moments de ces 2 premières semaines. La route du Rhum, c'est magique. C'est quand même une course de légende. Ça arrive tous les 4 ans, tout le monde arrive avec leur meilleure voile, avec leur meilleur bateau pour faire le meilleur résultat. Il faut y être. C'est la seule course au monde qui regroupe autant de bateaux différents, autant de bateaux prototypes au même moment pour partir faire une transatlantique. Donc c'est un événement exceptionnel. La route du Rhum avec 138 bateaux départ, c'est du jamais vu. Ça n'existe nulle part ailleurs. Et je peux vous dire que les étrangers nous envient beaucoup ce moment-là. I expected it to be big, but it's bigger than I thought. Moi, c'est un rêve de gosse qui devient une réalité. C'est quelque chose de fort à vivre. À la fin du mois d'octobre 2022, et comme tous les 4 ans depuis 1978, Saint-Malo se part de ses plus beaux atours pour accueillir la grande famille de la course au large. Ultime pirouette du destin, le Canadien Mike Birch, celui qui fut le premier vainqueur de la route du Rhum, c'était il y a 44 ans sur un multicoque, s'est éteint à 90 ans au moment où ses héritiers se retrouvent à Saint-Malo. 138 concurrents s'apprêtent à prendre le départ de la plus mythique des transatlantiques, la route du Rhum, destination Guadeloupe. Je déclare ce village de la route du Rhum 2022 ouvert. Un départ fixé au dimanche 6 novembre. Il reste alors 15 jours aux marins pour finaliser leur préparation et profiter de ce moment de partage avec des spectateurs venus de la France entière pour découvrir leur bateau. Le public peut aller voir les bateaux, peut aller voir les marins. Et puis ça donne un village assez imposant, le plus grand qu'on ait jamais fait, pour pouvoir accueillir ce public qui va venir nombreux
dans un village qui est gratuit, ouvert à tous, avec des expériences à vivre du début à la fin. Chaque partenaire déploie des animations pédagogiques et ludiques pour faire découvrir l'univers de son marin. Voilà, on a un bateau orange qui est un petit peu loin, qui peut revenir, se rapprocher. En tout, ce sont 70 000 m² de village développés sur 3 km de quais où sont amarrés les concurrents. Je trouve que c'est le plus beau village de la Route du Rhum que je connaisse. Avoir un plateau comme ça, 138 bateaux, on n'a jamais vu ça. C'est vrai que quand on connaît Saint-Malo d'habitude, là c'est un village dans un village presque. C'est grandiose. Une bonne organisation. Non, très bien. La Guadeloupe, destination de la course, est bien sûr au cœur de l'attention des visiteurs grâce à sa gastronomie, sa musique et son artisanat. C'est une super vitrine pour la région Guadeloupe. Quand vous avez dans une course telle que la Route du Rhum 17 nations, quand vous avez la Chine où il y a des millions d'habitants qui voient la Guadeloupe, c'est un plaisir pour nous, c'est une fierté pour nous. 7 skippers originaires de la Guadeloupe sont au départ de cette édition. Pour la première fois de l'histoire de la course, tous les bateaux, et quelle que soit leur taille, ont pu être amarrés dans les bassins Vauban et Duguay-Trouin, au pied des remparts de la cité corsaire, qui se transforme en un magnifique théâtre des rêves. L'accès au port de Saint-Malo est conditionné par le passage d'une écluse, et il a fallu toute l'ingéniosité des services portuaires et la dextérité des marins pour faire entrer les ultimes larges de 23 mètres dans ce corridor étroit. Les marges de manœuvre et de sécurité sont faibles et ce sera, à chaque passage, un moment de concentration extrême pour réussir cette prouesse. Afin de faire admirer au mieux la beauté de ces bateaux sous voile, l'organisateur propose des parades en mer à vue du public pour que chacun puisse prendre la mesure du défi qui attend les marins solitaires et qu'à chaque passage de sas, les skippers entrent dans cette écluse comme dans un stade de football pour communier avec les spectateurs. Le skipper de Solidaire en peloton, Arcep, Thibaut Rochelle-Camus. Ben voilà, plus fort que ça pour Manuel Cousin. Ce bateau s'appelle Fille, l'entraînement environnement et l'autre. Les 138 concurrents sont répartis en 6 classes de bateaux. Les plus grands et les plus rapides sont les ultimes, des trimarans de 32 mètres sur 23. Ils seront 8 à se disputer le titre et le plus logique serait qu'ils arrivent en tête à Pointe-à-Pitre. Francis Joyon, le dernier vainqueur, Arthur Levaillant, Yves Leblévec, Charles Caudrelier, Thomas Coville, François Gabard, Armel Lecléache affichent tous leurs ambitions, mais savent aussi que Charles Caudrelier est le grand favori. Je pars dans les meilleures conditions pour gagner, mais j'ai des concurrents redoutables, donc j'aurai la pression comme tous, et j'ai l'étiquette de favori. Pour moi, c'est ça. Moi, je veux l'étiquette de vainqueur, mais pas de favori, je m'en fous. En Ocean 50, des trimarans de 15 mètres extrêmement rapides et maniables, ils sont 8 et ont beaucoup progressé cette année. Tous sont des prétendants à la victoire. Maniables et performants, ces trimarans nécessitent un engagement hors du commun et une capacité à résister au stress à toute épreuve. Sportivement, ça va être très dur, hein. Tout le monde peut gagner cette course dans notre catégorie, les 8 bateaux peuvent gagner. Donc la route va être longue, c'est à la fois un sprint et aussi de l'endurance. Il faut garder le bateau entier, ne pas casser. Donc c'est vrai qu'il y a le curseur à mettre au bon endroit, ça va pas être simple. Dans la catégorie Rhum Multis et multicoque vintage ou ne rentrant pas dans les précédentes classes, c'est le retour du mythique trimaran Pierre Ier avec lequel Florence Artaud avait gagné en 1990. Skippé par Philippe Poupon et baptisé Flo, il devrait être le plus rapide de la classe.
On retrouve des amateurs éclairés et des grands noms de la voile revenus goûter à la course sur des catamarans plus maniables et moins exigeants que dans leur glorieuse jeunesse. Roland Jourdain, Marc Guimot, Alvard Mabir devraient offrir un beau match au goût de vieux fourneaux. Charlie Capel prendra lui son 6e départ sur Acapella, le sister ship d'Olympus, le premier bateau vainqueur en 1978. Le parcours est merveilleux, c'est vraiment la course, quoi. La course qu'il ne faut pas louper lorsqu'on est passionné et qu'on a un bateau qui est capable de faire ce genre d'épreuve et qu'on arrive à réunir les moyens, il faut y aller. Beaucoup en rêve peu y accèdent, hein, donc moi j'ai la chance d'en faire partie. Pour les monocoques, les IMOCA, des prototypes de 18 mètres de long taillés pour le Tour du Monde, ils sont 38. Charlie Dalin est le grand favori car il a gagné toutes les courses de la saison. Avec Thomas Ruyant, vainqueur de la dernière Transat disputée, ce sont deux grands rivaux qui terminent un cycle sportif avec leur bateau sur cette édition de la Route du Rhum. C'est un vrai sprint, hein. Et ce qui est sûr, c'est que le niveau de jeu et l'intensité dans les courses, elle a vraiment pris un gros cran cette année, encore plus par rapport à l'année dernière ou même au Vendée Globe 2020. Il y a quelques équipes, quelques marins là qui n'hésitent plus à appuyer franchement sur le champignon. Voilà, moi ça me va. Naviguons comme ça et puis rendez-vous en Guadeloupe. Derrière eux, une quantité de marins éprouvés qui prennent en main des bateaux plus ou moins récents et qui devront avant tout découvrir et fiabiliser leur monture. Louis Burton, Jérémy Bayou, Kevin Escoffier, Justine Métro, Maxime Sorel, Benjamin Dutreux, Boris Herman ou Paul Meillat voudront tirer le meilleur de leur nouveau jouet. Dans cette classe IMOCA, une deuxième division est composée de bateaux anciens, non munis de foil. Benjamin Ferré, Guirec Soudé, Louis Duc, Antoine Cornic se livreront un match dans le match. La classe 40 est la catégorie la plus représentée, 55 concurrents qui mêlent professionnels et amateurs. Ces bateaux ont vécu une révolution architecturale ces dernières années avec l'apparition de nouveaux dessins pour optimiser le passage dans la mer de ces bateaux de 12 mètres. Les SCO, ou bateaux à gros nez. Ils sont plus rapides car capables de rester au-dessus de l'eau. C'est le nouveau standard de la performance. Classe ultra compétitive, les prétendants à la victoire sont nombreux. Johan Richaume, Axel Tréhin, Xavier Macaire, Yann Lipinski ont tous l'envie de bien faire, mais de manière comptable. C'est Corentin Douguet qui a survolé la saison. J'ai pas fait le grand chelem, mais il est pas loin, donc c'est sûr que mes plus mauvais résultats, c'est des deuxièmes places. Donc oui, pour l'instant, ça se passe, j'ai envie de te dire, comme sur le plan, puisque j'avais annoncé que je venais ici pour gagner. Et voilà, maintenant, il faut finir le job, quoi. Enfin, les monocoques ne rentrant pas dans ces deux classes sont réunis dans la catégorie des Rom Mono. Le plus rapide devrait être Jean-Pierre Dick sur un coursier de luxe de sa conception. On apprécie également la présence de voiliers de légende comme Critère 8 ou le Penduic 3 d'Éric Tabarly mené par Arnaud Pénarin, ou encore le retour de Catherine Chabot, députée européenne et première femme à faire le tour du monde en course à bord de son fidèle cigare rouge. Mon bateau dans la flotte des Rom Mono, il peut faire un podium. Donc bien évidemment, je suis très excitée à essayer de mettre celui qui va être le favori, c'est Jean-Pierre Dick avec son bateau qui est quand même beaucoup plus rapide. Je vais essayer d'en mettre un maximum derrière. Mais voilà, l'objectif c'est déjà d'arriver. C'est un privilège de régater contre Penduic 3, contre Critère et puis contre le reste de la flotte. Je trouve qu'il y a une jolie flotte. Le parcours de la Route du Rhum destination Guadeloupe n'a pas changé depuis 1978. Un départ en novembre de Saint-Malo avec une ligne mouillée face à la pointe du Groin et un premier bord obligatoire pour aller virer la bouée CIC face au Cap Fréhel avant de quitter la Manche dans la première nuit. Il faut traverser le golfe de Gascogne, ne pas se faire piéger par l'anticyclone des Açores et accrocher les régimes d'Alizé pour filer vers les Antilles et contourner la Guadeloupe par le nord, laisser la bouée de Basse-Terre à tribord avant de finir à Pointe-à-Pitre, 3542 milles nautiques entre ces deux ports, soit près de 7000 km à la seule force du vent.
À 72 heures du départ, l'inquiétude monte chez les marins car les prévisions météo sont alarmantes. Un reste de l'ouragan Martin balaie l'Atlantique Nord. Les vents sont violents et la mer levée par ce phénomène météo est énorme. La sortie de la Manche sera rendue impossible sans mettre les marins en péril et aucune solution échappatoire ne semble se dessiner. Fort logiquement, la direction de course choisit de décaler le départ, une décision applaudie par l'ensemble des skippers. J'ai décidé de décaler le départ de dimanche à mardi dans la soirée ou mercredi matin. Après quelques heures de flottement, de décompression, le nouveau départ est fixé au mercredi 9 novembre à 14h15. Les marins se replongent alors dans les fichiers météo car l'édition 2022 s'annonce tout de même corsée. Mercredi 9 novembre, il est maintenant temps de prendre le large pour les 138 navigateurs. Allez, on y va. Par 15 à 20 nœuds de vent de l'ouest-sud-ouest, un temps ensoleillé, la procédure de départ est lancée. 15 secondes. La flotte s'apprête à couper une ligne de près de 6 km de large avec une zone définie par catégorie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, départ! À l'assaut d'un premier bord obligatoire vers le Cap Fréhel. C'est parti maintenant! Allez, c'est parti! Malgré le vent de face, les grands trimarans se lancent et imposent rapidement leur puissance. Devant leur étrave, 3500 milles, les plus rapides devraient boucler ce long périple constellé de dépressions automnales en moins d'une semaine. Il faut louvoyer pour atteindre la bouée CIC mouillée à une trentaine de kilomètres au pied du Cap Fréhel, envahi par la foule. Charles Caudrelier passe la première marque du parcours en tête. Armel Lecléache, François Gabard et Thomas Coville suivent tant bien que mal. Après 1 heure de navigation, le trimaran Edmond de Rothschild a déjà 8 minutes d'avance. Premier coucher de soleil, départ pas simple, mais on s'accroche à fond la caisse. Direction la sortie de Manche. Lors de la première nuit, les marins ne chôment pas. Il faut jouer avec les bascules de courant, optimiser les bords pour contourner les pointes de la Bretagne et faire face à une mer de plus en plus formée. Les manœuvres sont exténuantes mais indispensables afin de se recaler au mieux pour cette entrée dans l'Atlantique Nord. Charles Caudrelier n'a pas quitté la première place depuis le départ. Et voilà, première nuit. Bienvenue sur la route du Rhum. On a bien attaqué. La sortie de Manche a été vraiment dure. Il y a beaucoup de routes et c'est compliqué devant. On ne sait pas encore exactement où on va passer. Donc il y a 2 options qui se dessinent et c'est pas simple. À la différence du reste de la flotte, les premiers ultimes vont choisir de prolonger un peu le bord vers l'ouest après avoir passé le rail d'Ouessant pour aller chercher des vents plus forts à flirter avec la dépression qui arrive. Plus en retrait, Francis Joyon, Arthur Levaillant et Yves Le Blévec vont eux plonger tout de suite dans le golfe de Gascogne à la recherche d'une mer plus praticable. Jeudi après-midi, après 24 heures de mer à un rythme très soutenu, alors qu'il est dans le trio de tête de la course au début de la descente du golfe de Gascogne, Armel Lecléache se déroute vers l'Orient. Son bateau est endommagé
et ne lui permet pas de continuer. Arrivé à 23h, démarre alors une opération commando pour l'équipe du trimaran Banque Populaire afin de donner une chance aux navigateurs de repartir au plus vite en mer. En quelques secondes, tout s'est arrêté, il y a eu un grand crack et puis j'ai vu des morceaux passer derrière l'arrière du bateau et j'ai très vite compris que c'était la dérive. Malheureusement, la dérive, quand elle a cassé en plusieurs morceaux, elle est venue taper la coque. Et il y a quelques beaux impacts, un ou deux qui traversent entièrement la coque. Donc là, l'objectif, c'est de voir comment on peut réparer ça dans un délai raisonnable. 36 heures plus tard, le bateau repart avec une dérive changée et une coque réparée. La possibilité d'une victoire s'est envolée, mais il reste une course à terminer pour Armel Lecléache. En queue de peloton, Romain Pillard a lui aussi repris la mer depuis Roscoff, où il s'était arrêté dans les premières heures pour réparer son étrave endommagée après avoir heurté une bouée métallique. On est sorti du golfe de Gascogne, enfin, et on va en direction des Açores à bon rythme. Et on est sur la route des Alizés à bord actuel. Enfin, pas tout de suite, il faut encore passer quelques transitions. Devant, la bataille est encore montée en intensité dans l'Atlantique. Caudrelier, Gabard et Coville se livrent à un combat de titans. On est entre le Portugal et les Açores, grosso modo. Et on a eu un grand ciel bleu là tout à l'heure. Et là, comme vous le voyez avec les petites images de dehors, ça se couvre un peu. Il y a toujours pas mal de mer. Mais vous savez, à la caméra, ça ne se rend jamais la mer. Et on va aller dans une zone sans vent. Et on va essayer de la traverser au plus vite. Toujours face au vent dans une mer formée, après 2 passages de front musclés, le franchissement de l'archipel des Açores occasionne de nombreuses manœuvres pour ajuster les trajectoires. La lutte des virements de bord est acharnée afin d'utiliser chaque souffle de vent dans cette zone de transition. Gabard revient à une trentaine de milles, Caudrelier parvient à défendre son leadership, mais c'est au prix d'une énorme débauche d'énergie, d'un engagement total et de grandes prises de risques. Les dernières marqueurs ont été épiques, la bagarre avec François là, dans le fort. Donc on avait passé un peu toutes les limites qu'on s'était fixées. Surtoilé, parce que très compliqué d'arriver à la toile. Et c'était épuisant parce que j'ai pas pu dormir depuis très longtemps maintenant. Heureusement, j'avais bien dormi au début. Mais bon, la route est longue, le contournement de l'île, malheureusement, il existe. Donc il y a encore plein de pièges. Et il navigue très bien, son bateau va vite. En bordure d'anticyclone, les marins vont enfin pouvoir déployer leurs grandes voiles d'avant pour naviguer au vent arrière et se lancer dans un run de vitesse et de vol échevelé. Caudrelier s'échappe et conforte sa marge d'avance. Le break est fait avant d'aborder l'atterrissage sur le tour de la Guadeloupe. Thomas Coville, bon 3e, a tenté des options de route, mais sans jamais parvenir à recoller au duo de tête, ce qui ne l'empêche pas d'apprécier le moment. Les Alizés. On a mis du temps à venir jusque là, mais on y est. Il fallait être capable de voler dans du tout petit temps, et on a été moins bon sur ce coup-là. Mais jusqu'à la tête à l'anglais et jusqu'au tour de l'île, il reste encore plein de choses. Là, c'est un peu une course de vitesse pendant 24 heures dans ce fameux Alizé.
Et c'est quand même bonheur. Hein. À plus de 600 000 derrière, le match se poursuit dans les Alizés. Yves Le Blévec, 4e, devance Francis Joyon et Arthur Levaillant. C'est le début des Alizés. Et ça fait un bien fou. On va calmer le jeu, hein. Charles Caudrelier a profité des dernières heures pour engranger quelques siestes réparatrices afin d'entamer le tour de la Guadeloupe qui pourrait être piégeux en pleine forme. Mais finalement, en passant la marque de la Tête à l'Anglais, au nord de l'île, il a 80 000 d'avance sur François Gabard qui ne pourra plus revenir. Les derniers bords sous le vent de l'île ne sont plus qu'une formalité pour le skipper d'Edmond de Rothschild. Attention pour l'arrivée. Maxime de Rothschild. 9h, 2 minutes, 25 secondes, je répète. Charles Caudrelier remporte la Route du Rhum destination Guadeloupe pour sa première participation et il accroche un nouveau record de la distance qu'il a couverte en 6 jours et 19 heures. Et tellement la niaque, j'avais tellement envie de gagner cette course pour plein de raisons, pour toute l'histoire de cette équipe, de ce bateau, le personnel. C'est vrai que moi j'en rêve depuis que je suis gamin et j'ai jamais pu la faire, quoi. Et c'était une énorme frustration. Et puis un jour, il y a 3 ans, on m'a offert ce rêve-là et j'ai tellement de gens à remercier qui m'ont soutenu, quoi. Voilà, je le dis souvent, c'est une équipe de Formule 1 et moi je suis le pilote et le dimanche, mais tout le reste de l'année, il y a des gens qui bossent pour que j'ai un bateau parfait. J'ai pas eu un souci sur le bateau, c'était une course presque parfaite, j'ai envie de dire. Il est là, celui qui a remporté Charles Caudrelier, cette Route du Rhum. Quatre heures plus tard, pour la 2e édition consécutive, François Gabard prend la 2e place de la Route du Rhum destination Guadeloupe. C'était super chouette de pouvoir faire ça avec Thomas, avec Charles. Voilà, on s'est bien tiré la bourre et en effet, le but du jeu, c'est d'essayer d'arriver avant le 2e, quoi. Mais parfois, les 2e places sont aussi des petits bouts de victoire. Et c'est pas une victoire, mais comme il y a 4 ans, ça reste une course dont je suis fier. Thomas Coville complète le podium 10 heures après Charles Caudrelier. Je voulais féliciter Charles, bravo. C'est un beau vainqueur, c'est une belle équipe. J'ai l'impression d'être un privilégié incroyable que d'avoir eu le droit de faire ce match avec ces 2 autres athlètes. Je me suis vraiment éclaté, comme jamais. À 66 ans, Francis Joyon termine sa 8e Route du Rhum en 4e position à la barre du bateau triple vainqueur de la Route du Rhum. C'est le premier bateau du classement à ne pas voler sur des foils. Yves Le Blévec, sur Actual, prend la 5e place à 1 jour et 20 heures de Charles Caudrelier. Jeudi 17 novembre, 112 bateaux sont encore en mer. La régate continue, elle est toujours aussi indécise et passionnante. En Ocean 50, IMOCA, Classe 40, Rhum Mono et Multi, la Route du Rhum, destination Guadeloupe 2022 continue.